Bonjour à tous. Alors je suis Raphaël Besson, je suis directeur d'un bureau d'études qui s'appelle Ville Innovation. Je travaille sur les formes d'urbanisme alternatif, l'urbanisme tactique transitoire, l'urbanisme culturel notamment. Je travaille beaucoup sur la question des lieux hybrides, des tiers-lieux, et puis sur la question aussi de l'évolution des politiques culturelles dans un contexte transitionnel. On va revenir là-dessus. Je suis aussi chercheur associé donc à un laboratoire de sciences sociales qui s'appelle Pacte à Grenoble, et j'ai cofondé ce qu'on appelle le LUCAS, donc le laboratoire d'usage culture art société, avec des partenaires donc avec Culture Co et puis le Bureau des possibles aussi avec Yves Armel Martin qui avait fondé un musée au mix, et qui est en fait un labo de recherche collaborative, et on essaye de travailler justement sur une nouvelle fabrique des politiques culturelles. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi d'être ici pour finalement discuter de cette question de l'engagement et du militantisme. Alors, je vous avoue que je suis ravi, mais très vite, en fait, votre invitation, elle m'a un peu perturbé. C'est-à-dire que, en pleine crise de la quarantaine, on fait un peu le bilan de son parcours, et fatalement, j'ai fait le bilan de mon engagement. Et de ces 40 dernières années, c'est pas très glorieux quand je fais le bilan. Je fais pas partie d'une association, je suis pas militant, j'ai arrêté le punk il y a à peu près 20 ans maintenant, j'adore toujours autant ma bagnole, depuis que je vis à Marseille, j'ai arrêté de recycler. Tout le monde dit que ça sert à rien. De toute façon, les mecs ne font pas le tri. Je suis pas syndiqué, je suis agoraphobe, du coup je manifeste très peu ou pratiquement jamais. Je regarde plus les actualités depuis plus de 20 ans, ça m'angoisse beaucoup trop. Et malgré le fait que je sois très hypocondriaque, eh bien j'ai développé aucune forme d'éco-anxiété. Alors c'est peut-être dû au fait que je sois daltonien, c'est-à-dire que je vois aucune différence, notamment entre une mer bleue turquoise, une mer noire qui a été récemment polluée par un tanker échoué. Donc, je suis bien embêté et je suis arrivé un peu à cette conclusion que finalement, je suis pas du tout engagé. Et donc, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'appelle Laurent Chicoineau en lui disant Laurent, mais vraiment, je suis désolé parce qu'on a travaillé ensemble. Ça, c'est important aussi à la Casemate, au Centre de culture scientifique, il y a quelques années. Mais je suis vraiment confus. Tu t'es trompé d'invité, quoi. Alors, j'ai un peu réfléchi, puis j'ai lu un peu plus précisément quand même ce programme. Et je me suis dit que, certes, je suis pas très engagé, a priori, mais clairement, je suis pas du tout neutre. Alors peut-être qu'à un moment donné, je me suis dit, j'ai peut-être un truc à dire dans cette histoire. Alors, par rapport à cette introduction, je pense que, et notamment sur ce positionnement a priori non neutre, je pense que ce qui m'a un peu structuré dans ma non-neutralité, c'est mes cours de méthode scientifique lorsque j'ai passé mon doctorat d'urbanisme. Je crois que j'ai rarement entendu autant de lieux communs pendant ces cours de méthode, en tout cas des lieux communs qui sont pratiquement jamais discutés par le monde universitaire. Alors, quelques exemples de lieux communs, que les sciences résulteraient avant tout de la pensée objective des scientifiques coupés de la vie sociale, avec derrière toute une rhétorique de la nécessaire distance des chercheurs par rapport à l'objet qu'ils étudient, que les sciences ne seraient qu'affaires intellectuelles, conceptuelles, que les savoir-faire, les savoirs de la main, les pratiques matérielles, artisanales ou encore artistiques n'auraient rien à faire dans la fabrique des connaissances scientifiques. Autre lieu commun, que les scientifiques devraient nécessairement se positionner à distance de la cité, à distance de la politique et des savoirs aussi non académiques. À l'époque de mon doctorat, je m'en souviens, il y avait un gros débat au sein de l'université sur Wikipédia. Oui, il y a 10-15 ans. Tous les universitaires étaient absolument effrayés par Wikipédia en considérant que là, c'était une forme un peu dégénérée de connaissances scientifiques. Donc, je me souviens très bien de ces débats. Alors, par rapport à tous ces lieux communs, j'ai fait exactement l'inverse. Alors, plusieurs raisons à ça. D'abord, parce que j'ai pu constater qu'au sein de l'université, la construction du champ et de la carrière scientifique s'effectuait selon un processus assez éloigné de ces principes. On pourra en rediscuter, mais la distance à l'objet de recherche, c'est plutôt un mythe, et que très souvent, finalement, les chercheurs ont de multiples proximités avec leur objet de recherche. Et rares sont les chercheurs, finalement, à avoir fait
ce que Bourdieu appelle leur socio-analyse. Et ça, je pense que c'est un point extrêmement important. C'est-à-dire que rares sont les chercheurs à avoir effectué un travail d'explicitation et d'objectivation des présupposés qui déterminent leur représentation des réalités sociales, leur rapport intime, affectif, émotionnel, culturel ou social à leur objet de recherche, ou finalement avoir aussi entrepris un travail réflexif sur les mécanismes de la construction sociale des objets scientifiques. Comment l'espace social des sciences détermine à un moment donné ce qui est ou non scientifique, ce qui est ou non académique, les objets qui méritent ou non d'être observés et étudiés par la science. Qui sont les acteurs qui, à un moment donné, interviennent dans ce processus, qui nous disent c'est académique, ce n'est pas académique, c'est un objet scientifique légitime ou non légitime. C'est des vraies questions qui, en tout cas, sont rarement posées par le champ scientifique. Une autre raison de ma non-neutralité scientifique, c'est qu'il me semble qu'après avoir produit des observations, des réflexions, des études, des analyses pendant 1 an, 2 ans, voire pendant toute sa carrière, eh bien, il me semble terriblement étrange de ne pas livrer son regard et son point de vue sur cet objet. Car dévoiler son positionnement de chercheur par rapport à un objet donné, ça ne signifie pas a priori que ce savoir académique serait nécessairement supérieur à d'autres types de savoirs qui portent sur le même objet d'étude. Des savoirs d'experts, des savoirs pratiques, des savoirs profanes, des savoirs d'usage. Et ça, c'est aussi un questionnement qui me semble extrêmement important par rapport à ça. L'autre point qui me semble aussi intéressant, c'est qui, en tout cas, anime un peu mes recherches, c'est ce qu'on appelle la recherche-action. C'est une méthode qui combine expérimentation et analyse scientifique. Alors cette méthode, elle est évidemment, et au regard des principes que je vous ai énoncés en introduction, eh bien, elle est fortement décriée, ou en tout cas symboliquement dévalorisée par l'université et la recherche académique. Mais cette méthode a, à mon sens, plusieurs intérêts. D'abord, tout ce qui va concerner l'encapacitation citoyenne, c'est-à-dire le fait d'inciter des citoyens et des acteurs non scientifiques et non professionnels à participer à la production des connaissances scientifiques. Eh bien, ça peut être pas mal dans une période de crise démocratique profonde et de fake news généralisée. Et puis la recherche-action aussi, elle repose sur cette idée que la connaissance peut et doit aussi participer à transformer la réalité. On transforme la réalité tout en produisant des connaissances sur cette transformation sociale. Et cette pratique réflexive me semble extrêmement intéressante, et notamment pour travailler sur la fabrique de l'action publique et des politiques publiques. Alors j'affectionne aussi particulièrement la recherche collaborative et le fait de créer des espaces de rencontres et de débats entre une diversité de savoirs, encore une fois, la rencontre entre ces savoirs académiques, experts, profanes ou ces savoirs d'usage. Alors pour moi, l'enjeu du positionnement scientifique aujourd'hui, c'est pas vraiment la question de la neutralité scientifique. L'enjeu du positionnement scientifique aujourd'hui, c'est, à mon sens, plutôt la capacité des scientifiques à créer les conditions d'un vrai débat. Un débat qui n'exacerbe pas de manière caricaturale les oppositions, on va dire, binaires, tout ce qu'on entend aujourd'hui à la télé ou à la radio, qui sont des espèces de caricatures de débat, où on a des invités qui exacerbent un certain nombre d'opinions et de points de vue. Mais finalement, un scientifique en capacité de créer les conditions du débat qui permettent en fait de discuter, voire de dépasser toute une série de dichotomies dans lesquelles nos sociétés sont profondément structurées. Et la liste est très longue, avec par exemple d'un côté l'économie, et puis la société, la nature et la culture, la science et la société, l'institution et l'underground, les politiques et les citoyens, les savoirs académiques et les savoirs profanes, la science et le militantisme, les sciences et les arts, les beaux-arts et les cultures populaires, l'art et l'artisanat, l'esthétique et la technique. Bref, la liste en fait est très longue de toutes ces dichotomies qui structurent profondément nos rapports à nos sociétés. Et je crois que mon engagement, il est là, c'est-à-dire dans un positionnement hybride qui participe à créer les conditions d'un dépassement des oppositions binaires et, au fond, les conditions d'un réencastrement. Alors, Polanyi, donc cet anthropologue qui a beaucoup travaillé sur les questions de l'économie, eh bien, lui nous a dit que nos sociétés industrielles, elles se sont lancées dans un grand processus de désencastrement, et notamment un désencastrement de l'économie de la société pendant la période du 19e siècle, ce qui a eu pour effet finalement de créer une société gérée comme un auxiliaire de marché. Eh bien, je crois que l'enjeu numéro 1 de nos sociétés contemporaines, en transition, on va revenir là-dessus, eh bien, c'est de penser les conditions d'un grand réencastrement de l'économie dans la société, de l'habitat dans la terre, de la culture dans la nature, de la science
dans la société. Et on pourrait encore continuer ces formes de réencastrement possibles, et en tout cas à travailler. Et pour permettre ce grand réencastrement, eh bien, je pense que les scientifiques ont une place à prendre et qu'ils doivent pleinement s'engager dans la cité. Et ce, d'autant plus que nos sociétés sont confrontées à des crises sans fin, qu'elles soient environnementales, financières, sanitaires, sociales ou encore démocratiques. Et ces crises vont sans aucun doute s'intensifier et s'accélérer dans les années à venir. Il est donc grand temps que les scientifiques sortent de leur tour d'ivoire. Les scientifiques, mais pas seulement. Je pense aussi aux artistes et aux acteurs culturels qui ont aussi une place à prendre dans nos sociétés en transition. C'est quoi l'engagement des arts et de la culture dans le champ des transitions? Et c'est surtout de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui, et notamment d'un ouvrage que je viens de terminer et qui s'intitule « Pour une culture des transitions ». Alors, l'origine de cet ouvrage, c'est le constat que face à ces crises multiples, qui vont a priori s'accélérer et s'intensifier, eh bien, s'ouvre une bataille des récits et des imaginaires pour définir ce que pourraient être les contours du monde d'après. Alors, on peut identifier à peu près 3 grands scénarios. On a le premier scénario qui est le scénario de l'effondrement, fataliste, voire mortifère. Ce scénario, eh bien, il se fonde sur l'hypothèse d'un effondrement systémique imminent, c'est-à-dire que la disparition des énergies fossiles, le manque de ressources et l'augmentation des inégalités compromettraient l'ensemble de nos systèmes civilisationnels. Dans ce scénario, alors certains n'hésitent pas à appeler à un démantèlement immédiat de nos métropoles. C'est les villes qui étaient avant considérées un peu comme les berceaux de la civilisation, eh bien aujourd'hui sont considérées par certains comme des infrastructures barbares, parce que les villes, eh bien, ont des effets extrêmement négatifs sur notamment les écosystèmes naturels et l'effondrement aussi du vivant. Vous avez un deuxième scénario qui est technologiste. Lui, en fait, il invite à conforter nos régimes dominants en accélérant les solutions techniques susceptibles de soutenir une croissance économique verte. Alors c'est évidemment le scénario dominant, c'est le scénario dans lequel on vit, avec derrière une magnifique logique de déni, mais qui est terriblement efficace. Alors dans ce scénario, on reste fasciné par les très grands projets, par la question du progrès, qui en fait sont des projets qui nous parlent de progrès technique et qui créent l'illusion que nous maîtrisons encore notre avenir. Alors je pense par exemple aux méga projets de Smart Cities, dans lesquels on investit encore massivement, et à l'image par exemple du projet Masdar City que vous avez là à l'image, aux Émirats Arabes Unis, et qui vise à créer une ville écologique en plein désert, ce qui est quand même assez fascinant. Et puis vous avez un troisième scénario qui est plus timide, mais il prend progressivement de l'ampleur. Ce scénario sociétal, eh bien, il mise sur nos capacités d'action collective, de résilience, de créativité. Alors vous avez des mouvements écologiques, scientifiques ou encore culturels qui appellent à une grande transition et à une transformation radicale de nos régimes socio-techniques et politiques afin que nos sociétés tendent vers un modèle de développement plus soutenable. Alors dans ce troisième scénario, nos élus et nos décideurs sont fortement sollicités pour qu'ils conçoivent des politiques publiques en mesure de limiter drastiquement l'artificialisation des sols, la destruction de la biodiversité, l'usage des ressources naturelles et des énergies fossiles. Alors vous avez un exemple actuel qui concerne donc les objectifs de zéro artificialisation nette. Donc là, vous voyez bien, je pense que tout le monde a entendu à minima parler. Alors, tout le monde en a entendu parler ou pas? Non? On peut faire un test juste pour voir où est-ce qu'on en est de la ZAN, qui est pour moi une révolution culturelle majeure. Ah, finalement, très peu. Ah bah si. Alors, qui a entendu parler? Pardon, excusez-moi. Putain. Si, quand même. Ok. Bon. Alors, les objectifs ZAN, donc de zéro artificialisation nette, eh bien, ils sont fixés par une loi, la loi climat et résilience de 2021. Et cette loi, elle vise à lutter donc contre l'étalement urbain, dans la mesure où l'artificialisation des sols, eh bien, il y a toute une série d'études qui ont montré que ça a des conséquences néfastes sur les écosystèmes naturels, sur le changement climatique, la qualité de l'air ou encore la qualité de l'eau. Mais le problème, c'est que la mise en œuvre des objectifs ZAN, eh bien, s'avère particulièrement complexe. Certains élus s'opposent frontalement à cette loi, dans une lecture assez fine du sens de l'histoire, et arguant du fait qu'elle serait essentiellement imposée par les élites et les technocrates parisiens à des élus des territoires ruraux.
Une loi en réalité qui serait ruralicide, donc là je reprends les termes, qui empêcherait toute possibilité de développement futur des territoires ruraux. Alors, on touche là au cœur du sujet, à mon avis. Le cœur du sujet, c'est évidemment pas quelques stratégies politiques. Le cœur du sujet, c'est que les objectifs ZAN, eh bien, devront remettre en cause, en tout cas, toute une série d'imaginaires aménageurs qui ont participé, si vous voulez, à la fabrique de nos politiques territoriales, nos politiques urbaines. Elles vont participer finalement à la mise en œuvre de ces objectifs, à remettre en question toute une série de représentations, de croyances, de pratiques, de modes de vie, de mythes, de traditions, de valeurs et de nos manières aussi d'habiter. Et ça nous montre que les transitions, eh bien, ont en réalité une dimension profondément culturelle. Ce que nous dit la ZAN, c'est qu'il faut transformer nos imaginaires aménageurs, qui sont fondés maintenant depuis plus d'un siècle sur la compétitivité, l'attractivité, la verticalité de nos institutions, la métropolisation, l'extension continue et la prédation sans limite des ressources naturelles et du vivant. Ce que nous dit la ZAN, c'est qu'en réalité, il faut prendre la mesure de ce qu'affirmait il y a près d'un siècle le poète Paul Valéry, c'est que le temps du monde fini commence. Alors c'est dur. C'est d'autant plus dur qu'il faut réussir à convaincre les élus de changer de logiciel, et ce radicalement. Donc apprendre à coopérer, apprendre à accompagner des micro-projets citoyens complexes qui n'ont aucun intérêt électoral, et puis à défendre des réformes impopulaires. Les objectifs de zéro artificialisation nette, les zones à faible émission, les ZFE, la fiscalité carbone, des cadres réglementaires qui sont majoritairement perçus comme autant de lois imposées depuis le sérail des élites parisiennes. Alors ça fait beaucoup à porter pour nos élus, qui sont d'ailleurs pour la plupart encore traumatisés par le mouvement des Gilets jaunes. Alors nos ministères commencent tout juste à prendre la mesure de l'impasse des politiques publiques qui portent ces enjeux de transition. Les objectifs ZAN, les ZFE, les démonstrateurs de la ville durable, les grands programmes d'investissement d'avenir ne parviennent pas à enclencher une dynamique sérieuse de transition territoriale. Pourquoi ? Parce que les transitions sont beaucoup moins une affaire technique, technologique ou réglementaire qu'une affaire culturelle. Et c'est là l'hypothèse essentielle de l'ouvrage, c'est-à-dire que la transition des territoires ont une dimension éminemment culturelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas transformer nos territoires, pour répondre à ces enjeux de transition, sans recomposer nos imaginaires aménageurs, donc fondés sur le pavillonnaire, la maison individuelle, l'extension sans limite de nos métropoles, sans réinventer le récit des sciences dans la société, sans questionner aussi notre rapport à la question du progrès, sans au fond repenser le récit des sciences et le récit du progrès. On ne va pas aussi transformer des territoires sans finalement adopter une lecture aussi renouvelée de l'économie, c'est-à-dire une économie réencastrée dans les enjeux sociaux, environnementaux des territoires, sans une réécriture collective des récits de territoire, sans éprouver d'autres modes de faire, d'autres manières d'habiter et de penser les rapports que les sociétés entretiennent avec le vivant humain et non humain. En fait, les transitions, elles ne pourront pas être pensées et déployées sans une réflexion sur les transformations culturelles induites, sur les modes de vie, les valeurs, les représentations, les imaginaires. Alors dans ce processus, nul doute que les arts et la culture ont une place à prendre. Et c'est d'autant plus vrai que le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, les agences de l'État comme l'ANCT ou l'ADEME, les architectes, certains urbanistes et dans une moindre mesure des ingénieurs, commencent à prendre conscience des limites des approches académiques, technocentrées ou réglementaires des transitions. Alors vous avez notamment l'ADEME qui a récemment organisé un forum climat qui s'intitule « Quelle culture pour quel futur ?», afin d'écrire aussi de nouveaux récits, de nouveaux scénarios de la transition écologique. Vous avez les agences d'urbanisme, ça c'est important, qui ont organisé à Clermont-Ferrand tout récemment les rencontres nationales des agences d'urba, et autour du thème « Nos cultures, nos futurs, pas de réorientation écologique sans recomposition culturelle des territoires ». Vous avez récemment une tribune à l'IB avec un collectif de chercheurs, d'architectes, d'urbanistes, d'artistes qui ont justement défendu cette idée que les arts avaient une place à prendre dans le champ des transitions. Et tout récemment, le ministère de la Transition écologique a organisé une rencontre sur ces questions-là. Donc ça bouge. Il y a une sorte de convergence là des luttes et des réflexions qui tentent de penser les liens entre art, culture et transition des territoires. Et ce qui est intéressant, c'est que ces luttes, ces manifestes et ces acteurs interpellent directement le ministère de la Culture, les artistes, les acteurs culturels et les politiques culturelles territoriales.
Et toute leur question, eh bien, c'est de savoir comment les artistes, comment les acteurs culturels, comment les collectivités en charge de la culture peuvent nous accompagner, nous, par exemple, agence d'urbanisme, afin de nous aider à concevoir des politiques publiques de transition moins froides et davantage alignées avec le substrat culturel des territoires. Alors donc c'est intéressant, ça bouge, mais le problème, c'est que quand on commence à penser ces liens entre art, culture et transition, eh bien on est tout de suite confronté à 3 défis majeurs qui sont peut-être des défis insurmontables. Ces défis, ils sont à la fois théoriques, ils sont aussi académiques, et puis ils sont académiques, institutionnels et politiques. Alors d'un point de vue théorique, vous avez le champ des transition studies, qui est en fait le champ d'études scientifiques justement des transitions. Et en regardant un peu de plus près ce que produit actuellement c'est les transition studies, qui sont un champ académique récent, ça s'est vraiment déployé à partir de 2015, eh bien on constate que finalement les études sont très focalisées sur la question des systèmes technologiques, l'analyse des systèmes technologiques liés à l'énergie, à la mobilité, à l'alimentation. Et leur approche en fait reste très fortement technocentrée. C'est-à-dire il y a très peu de choses à un moment donné sur la question culturelle des transitions. Comment est-ce que finalement quels sont les processus de transformation des imaginaires, des récits, et quelle place ça peut avoir dans, à un moment donné, l'analyse de ces transitions. Donc on est un peu intellectuellement, en tout cas, démunis de ce point de vue-là. Micro. Ça va, vous me suivez ? Je continue sur ma lancée comme ça ? C'est bon ? Okay. En parlant dans le micro. Au niveau institutionnel, eh bien, les politiques culturelles, elles connaissent des difficultés structurelles à se réinventer et à agir sur les grands enjeux sociétaux. Alors derrière, il y a une histoire des politiques culturelles qui s'est largement construite autour d'un processus d'autonomisation, de spécialisation des politiques culturelles vis-à-vis d'autres politiques publiques. Donc il y a une histoire de tout ça. Mais ce qui est important, c'est que il y a eu un processus de territorialisation des politiques culturelles dans les années 90. Et quand on observe de près ce processus de territorialisation, eh bien on se rend compte, et notamment à travers les projets culturels de territoire, on se rend compte que la question des transitions, elle reste encore extrêmement étrangère à ces politiques culturelles. Et pour avoir analysé une grande partie des projets culturels de territoire qui sortent actuellement en France, vous avez peut-être 1 ou 2 projets culturels qui posent de manière directe, en tout cas et frontale, la question de la transition des territoires. Ce qui est quand même fascinant. Et juste, je referme la parenthèse après, quand on analyse ces projets culturels de territoire, même ceux qui vont travailler sur la question des transitions, vous avez au-dessus des projets de territoire qui sont complètement déconnectés de ce que peuvent raconter les projets culturels de territoire. Bref, on va revenir sur ces questions-là. Ensuite, vous avez dans le champ des politiques urbaines, c'est pas vraiment mieux que les politiques culturelles. C'est-à-dire que finalement, lorsque les politiques urbaines abordent les questions artistiques et culturelles, c'est à travers le prisme des villes créatives. Et les villes créatives, eh bien, elles n'ont rien à voir avec les transitions. Les villes créatives, elles sont fondées sur des stratégies d'instrumentalisation économique, des pratiques artistiques et culturelles, des stratégies construites autour d'objectifs de compétitivité, d'attractivité, de marketing territorial, des objectifs en fait très éloignés de la question des transitions. Et quant au portage politique des approches culturelles des transitions, eh bien, elles demeurent largement inexistantes et superficielles. On l'a vu, les transitions ont souvent pour corollaire la mise en œuvre de politiques publiques radicales et impopulaires. Et donc, évidemment, les élus sont réticents à y aller. Et puis, en parallèle, vous avez pas mal d'experts qui ont observé aussi un processus de dépolitisation et de professionnalisation des politiques culturelles, ce qui a pour effet que les élus ne s'impliquent plus vraiment dans les questions culturelles et ont progressivement oublié de faire de la politique avec la culture. Donc, on est bien embêté quand on commence à analyser ces liens, et j'ai été bien embêté quand j'ai commencé à écrire cet ouvrage en me disant, voilà, on est dans une forme d'impasse, on n'a pas grand-chose à dire là-dessus. On est bien embêté, mais il y a quand même des approches culturelles des transitions qui méritent en tout cas d'être étudiées, regardées et observées. Alors ces approches culturelles des transitions, elles sont encore rares et elles sont très disparates. Elles sont portées par une diversité d'acteurs. Vous avez des collectifs d'artistes, vous avez des collectifs d'architectes urbanistes, vous avez des centres d'art numérique, des centres de culture scientifique, des résidences de création collaborative, des friches culturelles. Bref, toute une série d'acteurs comme ça qui, quelque part, développent toutes ces formes d'approche culturelle des transitions sans vraiment l'avoir formalisée.
Alors, il peut s'agir d'acteurs culturels formels, qui agissent formellement dans le secteur des politiques culturelles. Mais ces acteurs, ils peuvent également agir en dehors des politiques culturelles, dans le cadre d'autres politiques publiques et d'objectifs non nécessairement culturels. Je pense ici, par exemple, à des acteurs de l'urbanisme culturel, tactique ou transitoire, qui intègrent des dimensions artistiques et culturelles dans, finalement, la conception et la fabrique des villes. Alors, vous avez des acteurs comme ça en France, vous avez notamment le Polo, je ne sais pas si vous connaissez, la coopérative culturelle Questa, le Polo, P-O-L-A-U, qui travaillent sur ces questions d'urbanisme culturel. Vous avez un acteur que j'adore qui s'appelle l'Agence nationale de psychanalyse urbaine. Et puis, vous avez aussi le Bureau des guides, Cabernet Vertical. Bref, j'en passe. Ce sont en fait des acteurs qui ne sont pas en soi, en tout cas certains des acteurs culturels, qui peuvent être vraiment des acteurs qui viennent de la fabrique urbaine, mais qui nous disent que les arts et la culture ont des choses à raconter et à faire sur la question des transitions urbaines. Vous avez évidemment les centres de culture scientifique, certains en tout cas, notamment tous les centres de culture scientifique quand j'avais travaillé dans le cadre du réseau Immediate, qui à un moment donné aussi proposaient des formes permettant aux arts et à la culture de se positionner par rapport à ces enjeux. Alors, bien que les formes et les approches soient très diverses, et que ces acteurs culturels soient intermédiaires, en tout cas multiples, ils se retrouvent quand même autour d'une vision déjà élargie de la notion de culture. C'est-à-dire que leurs pratiques artistiques et culturelles, elles ne se limitent pas aux beaux-arts, aux œuvres académiques ou aux disciplines artistiques. Ils défendent en fait une vision, on va retrouver ça assez souvent, anthropologique de la culture. Une culture vivante en mesure d'opérer des échanges permanents avec des savoirs, des valeurs, des phénomènes culturels du quotidien issus d'individus ordinaires. Et puis les productions déployées par ces acteurs, elles peuvent prendre des formes, on va dire, formelles, sur la production d'expositions, d'événements, de spectacles, de projections. Mais elles peuvent prendre aussi des formes autres, très différentes, qui peuvent être tout simplement, elles peuvent se matérialiser par la construction d'un mobilier urbain, par le développement de projets de tiers-lieux, par la co-construction d'espaces publics ou de jardins partagés, par des démarches d'économie circulaire. Un autre point commun de ces approches culturelles des transitions, c'est qu'ils placent les arts et l'action culturelle au cœur des transformations sociales et la construction, si vous voulez, de nouveaux récits aussi de territoire. Donc ces approches culturelles des transitions, elles sont encore rares, elles sont diverses, mais elles présentent quand même un certain nombre de caractéristiques similaires. Le problème, c'est qu'on a encore beaucoup de difficultés à comprendre la manière dont ces approches agissent sur les transitions des territoires et la transformation de l'action publique territoriale. Alors pour essayer d'y voir plus clair, j'ai travaillé sur plusieurs études de cas que j'ai observées, analysées pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. J'ai travaillé donc sur des expériences de coproduction de projets culturels de territoire et de schémas d'enseignement artistique sur lesquels on travaille avec justement le Lucas, sur des expériences d'urbanisme culturel et transitoire avec l'observation des laboratoires citoyens de Madrid pendant pas mal d'années et puis aussi des pépinières urbaines de l'Agence française de développement. Et puis sur un projet d'innovation territoriale, le projet Valence Roman, capitale des startups de territoire, qui participe à la création en fait d'une nouvelle culture de l'économie fondée sur un entrepreneuriat de territoire. Donc c'est un projet économique, d'innovation territoriale, mais qui, à mon sens, est fondamentalement un projet culturel, en tout cas de réinvention de notre rapport à l'économie. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire ici toute l'analyse de ces cas d'études, mais ce qui est important de comprendre, c'est que ces approches culturelles des transitions, elles vont produire en fait toute une série de ressources qui vont s'avérer déterminantes dans l'enclenchement d'une dynamique de transition organisationnelle, culturelle ou encore environnementale des territoires. En fait, elles vont favoriser, par exemple, les dynamiques citoyennes, de participation citoyenne, le développement de communautés, la transformation des imaginaires, des modes de faire, la création de nouveaux récits de territoire, et aussi des projets hybrides, l'articulation de l'économie, des arts, de l'urbanisme, et qui sont des projets en fait qui sont créés localement et qui répondent à des besoins de transition des territoires. Alors ces approches culturelles des transitions, elles vont aussi perturber les modes de faire habituels des institutions publiques. Elles vont les initier à des modes de conception et de gestion plus coopératifs, davantage sensibles aux contributions citoyennes et aux ressources non directement visibles des territoires. Alors, ces ressources, elles sont évidemment stratégiques, à mon sens en tout cas, pour enclencher justement ces fameuses dynamiques de transition sur les territoires. Mais l'analyse des terrains met aussi
en évidence certaines limites, comme la gestion et la pérennisation des projets issus des expérimentations. Okay, on a des projets qui sont développés, qui répondent à ces transitions territoriales, qui ont été coproduits, qui font sens par rapport à ces transformations, mais fatalement, souvent, ces projets s'arrêtent une fois que la dynamique d'expérimentation s'est terminée. Vous avez aussi un point qui est très important, c'est les coûts humains et financiers de la coopération. On le dit rarement, mais la coopération, ça a aussi des externalités négatives extrêmement importantes. En tout cas, si la coopération n'est pas pensée, organisée. La coopération, ça demande du temps, notamment, et aussi de l'argent. Et l'impact limité des expérimentations aussi sur les grands projets de territoire, et au fond, les décalages entre les promesses, transformer le monde, et la réalité des actions engagées. Vous allez vous retrouver avec un banc coproduit dans un espace public avec des jardins partagés à côté. Vous avez tout un hyper discours à des chercheurs qui vont vous raconter que si c'est ça, voilà, c'est en train de se transformer, c'est ça qui est fondamental. Fatalement, vous vous retrouvez avec un banc coproduit et qui tient à peu près 1 an ou 2 ans dans le meilleur des cas. Donc en fait, au-delà d'un rôle, on va dire, de perturbateur institutionnel, eh bien ces approches, elles ont beaucoup de difficultés à essaimer en dehors, en fait, du cadre spatial, temporel et sectoriel des expérimentations. C'est-à-dire les expérimentations, par exemple, elles vont avoir des effets sur les politiques culturelles si vous êtes dans le champ des politiques culturelles. Si vous travaillez sur les startups de territoire, vous allez avoir des effets sur les politiques économiques, mais les effets de débordement sont très difficiles à observer. Et surtout, elles ont beaucoup de difficultés, en fait, à se connecter à la grande échelle territoriale, et notamment aux grands projets de territoire. C'est vraiment un problème fondamental. Vous avez ces expérimentations, et de l'autre, vous avez les PLU, vous avez les SCOT, vous avez les projets alimentaires de territoire, vous avez les grands projets de territoire, enfin voilà. Mais ça ne connecte pas tout ça. Il n'y a aucun espace, à un moment donné, qui formalise ces liens-là, entre ces formes d'expérimentation, et finalement, la grande échelle territoriale. Donc en fait, ces expériences, bon, elles peuvent pas être concentrées, elles seules tous les objectifs de transition des territoires, évidemment, mais elles révèlent pour moi les limites d'un modèle de gouvernement par l'expérimentation, le fameux Governing by Experiment. En fait, ce modèle qui nous structure là, depuis 10-15 ans, là, on est en plein dedans, encore une fois influencé par la culture anglo-saxonne, eh bien, il a pour effet de créer des expériences isolées, précaires et éphémères, qui, mises bout à bout, peinent à bâtir de vrais projets de territoire orientés sur les transitions territoriales. Alors c'est très pratique, c'est très efficace politiquement, ce modèle de governing by experiment. On crée l'illusion de la transformation en permanence en plus, c'est prodigieux. Mais simplement là, on est face, je pense, à des limites qui commencent à être assez radicales par rapport à la prise de conscience de la vulnérabilité de nos territoires. C'était drôle pendant un temps, on voit bien le mécanisme, ça devient beaucoup moins amusant à mon sens maintenant, et notamment sur la capacité de ces expérimentations à concrètement se connecter avec les SCOT, avec les projets alimentaires territoriaux, avec les plans climat, air, énergie territoriales, qui sont fabriqués et qui sont conçus de manière totalement différente par rapport à tout ce que je viens de vous décrire. Voilà, alors donc ce modèle de governing by experiment, ça fait pas une politique publique, et ça ne permet pas du tout de répondre de manière suffisamment massive, pérenne et coordonnée aux enjeux de la transition des territoires et à leur vulnérabilité. Il faut donc, à côté des politiques publiques environnementales, d'urbanisme ou d'habitat, qui agissent pour certaines sur les transitions, eh bien, à mon sens, créer une nouvelle catégorie de politiques publiques en mesure d'accompagner, de structurer, de légitimer, de pérenniser et, in fine, d'institutionnaliser toutes ces approches culturelles des transitions. Alors, je suis bien conscient, surtout en France, du rapport qu'on peut avoir à la notion d'institutionnalisation. Je le dis ici, mais je le dirai pas à Pièce et Main-d'œuvre, par exemple. Qui en fait agit souvent comme un repoussoir pour bon nombre d'acteurs culturels. Mais je suis vraiment convaincu que seule la mise en place d'une nouvelle catégorie de politique publique culturelle orientée sur les transitions territoriales peut permettre justement le passage à l'échelle de ces pratiques culturelles émergentes. Alors, il me semble par conséquent urgent de créer un nouveau champ de politique culturelle dédié au rôle que les institutions publiques et leurs partenaires souhaitent faire jouer aux pratiques artistiques et culturelles pour accompagner la transition des territoires. Alors, je précise que cette politique culturelle, elle ne s'inscrit pas en porte-à-faux vis-à-vis d'autres politiques culturelles qui sont dédiées à la création artistique ou à la démocratisation culturelle. Pas du tout. Elle n'a pas non plus vocation à faire table rase, l'héritage précieux des institutions culturelles. Elle cherche davantage en fait à juste s'adapter et à faire évoluer les politiques culturelles face à des bouleversements majeurs qu'on peut observer. Un autre point important,
c'est que cette politique culturelle des transitions territoriales, elle ne saurait être portée par le ministère de la Culture. En tout cas, seul. Je ne pense pas que le ministère de la Culture ait les capacités financières, techniques, institutionnelles suffisantes pour porter ce type de politique publique. En fait, les recompositions culturelles induites par les transitions, elles sont globales, elles sont profondes, et que les réponses culturelles sectorielles et limitées, on va dire, aux disciplines artistiques qui sont nécessaires, mais elles sont clairement insuffisantes. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'une politique culturelle des transitions, elle ne va pas se borner à la mise en place de programmes culturels valorisant, par exemple, les œuvres des musées qui pourraient agir dans le registre des transitions. Elle ne va pas se réduire à des programmes de soutien d'artistes se réclamant d'un art écologique ou à la création de labels. Vous pouvez être sûr que c'est va produire le ministère de la Culture, des labels art et vivant, qui seraient diffusés dans des bibliothèques, des cinémathèques, des maisons de la culture, qui à un moment donné auraient une orientation sur la question des transitions. Et surtout, elle ne peut pas se contenter d'opérations, on va dire, ponctuelles de décarbonation de la culture, de réduction en fait de l'empreinte écologique des acteurs culturels. On entend beaucoup parler, il y a des programmes et c'est très bien, mais ça se limite absolument pas à ça. L'enjeu là, c'est vraiment de développer une approche spécifiquement culturelle des transitions. Donc cette politique culturelle des transitions, et j'en ai bientôt fini, ça va, mais je suis en train de déborder au niveau du temps là, c'est bon, ok. Eh bien, elle nécessite en fait des réponses transsectorielles, qui doivent être coordonnées par une action nationale interministérielle. Donc évidemment, derrière, il faut qu'il y ait le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, qui commence à travailler sur ces questions avec le ministère de la Culture. Mais il faut aussi d'autres types de ministères, des agences, l'ADEME, l'ANCT, et il y a un enjeu en tout cas à travailler sur finalement cette politique culturelle transversale nationale. Au-delà d'une action nationale transversale et interministérielle, une politique culturelle des transitions doit être territorialisée, évidemment. C'est-à-dire que elle doit aussi s'envisager à un niveau méso, à l'interface des politiques publiques nationales et puis des stratégies des acteurs locaux, des territoires et de leurs écosystèmes. Donc il y a un enjeu, en tout cas, à travailler ce niveau méso dans la fabrique de cette politique culturelle des transitions territoriales. Voilà un petit peu sur le cadre de cet ouvrage. Donc cet ouvrage va sortir là en février 2024. La spécificité de cet ouvrage, c'est que il y a une préface, certes, mais il y a aussi une postface. Et ça, c'est très important. La postface, il y a Laurent Chiquano, notamment, qui a écrit là-dedans. La postface, en fait, l'idée, c'est ce qui a été demandé, ça a été, pour certains en tout cas, de lire une partie du bouquin ou tout le bouquin et de réagir par rapport à cet ouvrage, cette hypothèse déjà, et cette proposition ensuite de politique publique. Évidemment sans aucune censure, et surtout de réagir au regard de différentes spécificités. C'est-à-dire que vous avez des chercheurs, vous avez des acteurs culturels, vous avez des artistes, vous avez des militants qui ont à un moment donné écrit un texte par rapport à cette proposition. L'autre idée, c'est de créer une forme de communauté, c'est-à-dire de commencer à se dire que cette politique publique, il faut qu'elle puisse embarquer une diversité d'acteurs, qu'elle soit portée par aussi ces acteurs-là. Donc, c'est pas de limiter finalement l'ouvrage à juste, on va dire, la production de ce livre, mais c'est bien de créer cette forme de communauté pour ensuite porter clairement cette politique publique. Alors, je vais en terminer juste pour vous dire que, quand même, par rapport à cette politique publique culturelle orientée sur la transition des territoires, il me semble que les centres de culture scientifique ont un rôle à jouer, et notamment dans ce fameux niveau méso, qui permettrait d'articuler ces politiques publiques nationales avec aussi les territoires. Pour moi, les centres de culture scientifique pourraient jouer en fait plusieurs fonctions dans le déploiement de cette politique culturelle orientée transition. La première fonction, eh bien, c'est la fonction d'intermédiation. Je fais un peu le lien à ce que je disais en introduction de ma présentation, comme quoi j'étais pas engagé, mais j'étais un peu hybride aussi. Et je pense que vous avez, et ce que vous faites aussi pour certains centres de culture scientifique, il y a un vrai enjeu à travailler sur le déploiement de laboratoires de recherche collaborative sur ces questions de transition des territoires. Il y a un vrai enjeu citoyen, mais aussi à un moment donné de faire descendre, atterrir ces problématiques des transitions dans la société d'un point de vue culturel. C'est un peu tout ce que je défends dans le bouquin. Si vous voulez faire ça, si vous voulez que les ZAN, les Z zones à faible émission et toutes ces choses affreuses atterrissent dans les territoires, dans la culture, dans le quotidien ordinaire des individus, il faut créer des espaces d'interaction.
des espaces d'intermédiation. Et ça peut se faire par ces formes de coproduction aussi de connaissances scientifiques avec une diversité de savoirs, des savoirs académiques, des savoirs profanes, des savoirs d'usage, et il y a un vrai enjeu à travailler là-dessus. À Marseille, on a travaillé sur un projet de cité des transitions, et l'un des piliers qu'on a pu identifier par rapport à cette cité et des enjeux, c'était justement de créer un cadre de collaboration entre l'IRD, entre l'université d'Aix-Marseille, qui travaille, qui a une quantité de connaissances assez astronomique sur cette question des transitions territoriales, et puis les acteurs, les habitants, les citoyens, les acteurs culturels intermédiaires, ont capacité à un moment donné de faire atterrir tout ça et aussi de travailler sur des formes d'expérimentation, permettant de discuter aussi de ces connaissances-là. Donc ça, à mon avis, c'est un enjeu majeur, et ça peut être un rôle intéressant de la part des centres de culture scientifique. Une autre fonction que la fonction d'intermédiation, c'est la fonction d'expérimentation. Bon, tout le monde le constate, il y a une production continue et infinie de rapports qui nous décrivent finalement inlassablement l'effondrement imminent du monde, mais fatalement, on peut que constater la déconnexion radicale entre cette masse de connaissances et puis la réalité de nos politiques publiques, notamment. Donc il y a un grand écart entre les deux. Et je suis convaincu que l'expérience, on en a parlé hier, évidemment, par l'émotion, par le sensible, par le corps, à un moment donné, j'étais au ministère de la Transition écologique, je trouvais ça intéressant. Les agents du ministère me disent, c'était pendant la canicule il y a 2-3 ans, ils disent les directeurs ont eu chaud. Ils ont eu très chaud fin août. Et du coup, c'était début septembre. Et hop, il y avait des grandes réunions pour à un moment donné, agir sérieusement sur la transition écologique. Les directeurs ont eu chaud. C'est fascinant. C'est significatif. Enfin, après, on peut balayer ça d'un revers de main comme étant non scientifique. Je pense que les émotions, l'expérience par le sensible, les savoirs de la main, les imaginaires ont une force considérable pour travailler sur ces transitions. Et encore une fois, les transitions, ce n'est pas qu'une affaire scientifique, académique, ou technique ou réglementaire. Pas du tout. Et on a oublié de travailler la question culturelle. Sur la fonction de production de nouveaux imaginaires, et notamment d'un nouveau récit des sciences dans la société. Bon, vous le faites depuis longtemps, mais clairement, vous pouvez y aller et continuer à œuvrer sur ce volet-là. Et enfin, dernière fonction, c'est pour discuter, il y a un vrai enjeu à fabriquer cette politique publique. Clairement, encore une fois, c'est pas le ministère de la Culture qui va pouvoir seul fabriquer ça. Je pense que le ministère de la Culture va faire des labels, des choses comme ça, mais clairement, cette politique publique, je suis pas sûr que le ministère de la Culture soit en mesure de la porter, et que clairement, c'est une diversité d'acteurs, à la fois une diversité de ministères, mais aussi les acteurs culturels, les acteurs des territoires qui peuvent s'engager sur la fabrique de ce que pourrait être cette politique publique. Voilà. Écoutez, j'espère que je vous ai pas assommé, et merci. Merci Raphaël pour cette mise au point. Donc Bruno Dosseur, le Domacan. Évidemment, je souscris complètement à cette vision, mais pour être un peu là-dedans depuis un moment, comme tu le sais, moi j'ai vraiment du mal à passer à l'échelle. Enfin, je sens ce blocage, c'est-à-dire toutes ces communautés dont tu parles, cette organisation territoriale, on l'a mis en place. Aujourd'hui, on est repéré comme un acteur qui fait ça de façon assez intensive, et pourtant il y a un effet d'échelle qui passe pas. Et moi je vois plein d'éléments de blocage. D'abord, peut-être du côté de la communauté universitaire, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui sont prêts à s'embarquer dans cette aventure, mais c'est extrêmement rude pour eux, notamment ceux qui préconisent un tiers secteur scientifique. Et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, de cette délocalisation de la recherche en fait dans ces lieux. Ça c'est un point qui m'intéresse, mais dont je ne sais pas très bien ce qui produit aujourd'hui. Une vraie question d'évaluation de ces politiques de recherche dans ces lieux. Donc on travaille sur ces questions-là. Est-ce que ces nouveaux modes de recherche participatifs, collectifs, etc., produisent quelque chose pour la recherche, mais surtout pour les citoyens qui y participent? Il y a les questions de les mobiliser là-dessus. Et puis j'aurais une question aussi même sur les acteurs artistiques et culturels, c'est-à-dire que nous on a des difficultés aussi avec les artistes qui n'ont pas forcément envie d'aller là-dedans. C'est pas aussi simple pour ça aussi pour eux de sortir de leur sectorisation en quelque sorte, de leur façon de créer, notamment parce qu'il n'y a pas de modèle économique aussi de déploiement ça quelquefois. Pour travailler avec eux c'est compliqué, il faut pouvoir les mettre en résidence. Or nous on n'a pas des outils de mise en résidence. Nous on voudrait faire des résidences de chercheurs artistes par exemple, mais ça n'existe pas vraiment. Enfin c'est des choses qui sont complexes à mettre en œuvre. Et puis surtout faire en sorte qu'on le fasse avec le public, parce que on peut créer plein d'événements comme ça assez sympas, mais comment on associe le public à cette chose-là? Là, tu as plein d'exemples
qu'on connaît qui sont sympas, mais dans nos centres, moi je suis convaincu que nos centres, ils ont un rôle majeur à jouer là-dedans. Mais encore une fois, pour l'expérimenter beaucoup, je trouve énormément de freins et je finis beaucoup avec mon petit banc expérimental collectif, quoi. Donc je réponds là directement. Et il y a plusieurs questions du coup. Bah oui, c'est le constat fatal, encore une fois, du governing by experiment. C'est vraiment la limite de ce modèle-là, et je pense qu'il faut maintenant se mobiliser pour attaquer de front ce modèle-là. Je sais pas, ça fait 15 ans, 20 ans maintenant que je travaille, hein, j'ai une quantité d'appels à projets nationaux et tout ça, à commencer par Immédiat et puis d'autres. Et fatalement, j'arrive, il se produit plein de choses. J'analyse les effets, tout ça, ce que ça pourrait nous raconter sur l'action publique, mais fatalement, ça s'arrête. Et puis après, on invente une autre histoire, un autre appel à projet. Donc là, ça commence à être vraiment problématique. Vraiment problématique sur qu'est-ce qu'on fait, et ça n'existe pas pour l'instant, entre finalement la fin de ces expérimentations, ce que ça aura pu produire, ce que ça nous raconte sur l'évolution des centres de sciences, sur l'évolution des politiques environnementales d'un territoire, sur l'évolution des politiques économiques d'un territoire. Il y a plein de choses qui peuvent être racontées là-dessus, que j'essaye de décrire dans le bouquin, parce qu'il y a finalement peu d'analyse de ces effets-là. Et le temps de l'institutionnalisation, en tout cas de la fabrique des grands projets de territoire. Et très souvent, pour prendre juste un exemple, je travaille beaucoup sur la question d'urbanisme tactique, de la maîtrise d'usage. Vous avez la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'usage, notamment sur cette maîtrise d'usage, dans le champ de l'urbanisme. Et là, c'est caricatural, c'est-à-dire que vous faites un travail de 2-3 ans extrêmement intéressant, il se produit plein de choses. Je ne vais pas de nouveau vous faire le récit de tout ça. Et puis du jour au lendemain, je caricature quasiment pas, vous avez les promoteurs, d'autres promoteurs, vous bossez avec un promoteur, mais un nouveau promoteur qui arrive, qui du coup fait pas vraiment partie de la même équipe. Vous avez des ingénieurs qui débarquent et disent, maintenant, on parle sérieusement. Vous êtes amusés pendant 2-3 ans, on a fait du beau marketing, vous avez fait de la participation citoyenne. Donc en fait, il y a une espèce il y a fondamentalement, que ce soit dans le champ de l'université ou dans le champ des politiques publiques, il y a en France une non-considération du savoir profane, citoyen, d'usage. On ne considère pas ce savoir-là. Il y a beaucoup de programmes sciences-société qui font des choses. Mais fondamentalement, à quel moment est-ce que dans les programmes universitaires et de recherche, on prend la mesure de ce savoir non académique, comme pouvant participer à la production de connaissances scientifiques ou comme pouvant participer à la fabrique des politiques publiques? Il y a un vrai mépris. Voilà. Donc ça, je pense qu'il y a un vrai enjeu, en tout cas, à institutionnaliser ces temps-là, ces temps de transformation, d'hybridation entre l'expérimentation et la planification territoriale. Après, sur l'université, j'ai aucun problème avec l'université, c'est juste vraiment, et j'adore l'université et je défends l'université. Ça, très sincèrement. Mais, fatalement, j'arrive pas à me raconter trop d'histoires. J'ai beaucoup de mal et j'arrive pas à croire à beaucoup d'histoires. Il y a notamment un gros problème dans l'université, c'est que, je pense que c'est un problème actuellement, c'est que, en fait, la carrière d'un universitaire n'a strictement rien à voir avec le fait d'ancrer sa science dans la société. Surtout si vous voulez faire carrière dans l'université, mais surtout allez pas travailler avec les centres de culture scientifique, avec les tiers-lieux et tous ces espèces de hippies, voilà. Surtout pas. Voilà. Si vous voulez devenir professeur. Voilà. Donc là, on a un énorme problème. À quel moment est-ce que c'est valorisé dans la carrière d'un universitaire? Encore une fois, c'est le signe d'un vrai mépris d'autres formes de connaissances qui ne seraient pas des connaissances académiques. Sur l'évaluation de ces expérimentations, de ces politiques, notamment de recherche conduites par ces lieux-là, il y a peu de choses. Mais la bonne nouvelle, c'est que du coup, on va travailler sur ce que je vous disais, si ça vous intéresse. C'est ce qu'on met en place avec la Friche Label de Mai, donc ce qui va s'appeler le Labo Friche, qui est un laboratoire de recherche collaborative sur les transitions, et avec un protocole d'évaluation de ce que ça produit, comme externalité positive, mais aussi négative. Enfin, voilà. Donc voilà, il y a peu de choses. Et on travaille avec Medellín là-dessus. C'est une coopération avec la Colombie. Et alors là, pour le coup, c'est fascinant. Non, mais c'est-à-dire que vous avez ces formes de laboratoires de recherche collaborative, citoyens et tout ça qui sont mis en place il y a 15 ans face notamment au cartel, donc ça déconne pas, voilà, colombien, et face à un État totalement corrompu. Je vais pas vous faire un hyper discours, mais quand même, ces formes artistiques, culturelles, de participation citoyenne, de construction, de savoir commun et tout ça, ont eu clairement un effet sur la transformation de la politique publique et de la ville de Medellín. Il y a plein d'analyses, d'études, de rapports qui documentent ça. Donc c'est pour ça qu'on se maque avec Medellín, parce que ils ont clairement un temps d'avance par rapport à nous sur ces questions-là. Et je continue. Non, je sais pas. Voilà. Ouais. Allez-y.
Merci pour votre présentation. Donc, Caroline Villatte de l'IRD. En fait, moi, je me pose la question sur les participations des citoyens. Si on s'intègre dans ce type de projet en tant que culture scientifique ou chercheur ou même artiste, en fait, ce sont nos métiers et on est rémunéré pour ça. Et comment, dans ce type de projet, vous arrivez avec j'imagine des bénévoles ou les citoyens, en tout cas, qui sont impliqués, à les fidéliser, à continuer, mais aussi à reconnaître leur expertise, justement, en tant que citoyen, si on est vraiment sur du 100% bénévolat? Moi, c'est vraiment des questions que je me pose dans les projets qui intègrent les jeunes, voilà, où on est sur de la co-construction. On est quand même, nous, dans le cadre de nos métiers, et on demande à des gens d'avoir un deuxième métier, en fait, en plus du leur. Ouais, c'est une vraie question. En fait, c'est la question de la valorisation de la contribution citoyenne. Et en fait, cette valorisation, elle peut être multiple. Je pense qu'elle peut, dans certains cas, prendre des formes effectivement monétaires. Ça existe. Vous avez notamment les acteurs de la Fab City là, qui ont des systèmes de monnaie, comment dire, d'échange, un système de troc, c'est-à-dire que vous donnez pour l'espace, vous contribuez à ces formes d'évaluation ou à juste la gestion de l'espace. Et par ailleurs, mais vous connaissez ça très bien, vous pouvez par exemple accéder aux machines des ateliers, du Fab Lab, pouvoir avoir aussi des temps de formation et tout ça. Donc un système de troc, d'échange et tout ça. Donc tout ça, il y a des choses qui existent. Mais pour moi, c'est vraiment le plus fondamental, au-delà des questions concrètes, parce que j'ai travaillé en Afrique, et notamment avec l'IRD, donc du coup c'est parfait, sur ces formes d'évaluation citoyenne d'un programme scientifique de recherche sur l'urbanisme tactique et transitoire en Afrique, en embarquant, et donc c'était sérieux, c'était long, mais des citoyens locaux, dans 4 pays différents, sur ces programmes d'observation, d'analyse de ces formes d'urbanisme tactique et transitoire. Et en fait, je prends un cas extrême, le cas en Afrique, où clairement les gens sont dans une nécessité absolue, la vie est extrêmement difficile, enfin voilà. Et à partir du moment, en fait, où vous posez un cadre sérieux, où vous avez une méthode sur le temps long, d'1 an, 2 ans, avec des formes de contribution, valorisation de ce qui est produit, sérieuse, pas juste un truc un peu marketing, mais vraiment où vous allez prendre en compte ces analyses, ces points de vue, ces observations, où vous outillez ces citoyens. Donc vous avez des espèces de kits assez pratiques d'observation pour faire des entretiens, pour analyser, enfin voilà, pour les aider à avoir cette méthode scientifique quelque part. Eh bien, à partir du moment où vous valorisez ça, eh bien, clairement, les gens sont prêts à prendre du temps, à consacrer du temps pour participer à ces recherches-là. J'ai pas eu de contre-exemple, et ça s'est fait, mais très facilement. J'avais même beaucoup trop de personnes qui étaient intéressées pour travailler là-dessus. Donc voilà, des jeunes des quartiers étaient hyper intéressés pour travailler sur des programmes de l'IRD, de recherche, parce qu'ils avaient différents types de parcours de vie, mais en tout cas, ça résonnait par rapport à, voilà. Et puis, ça concerne leur vie, leur quotidien, voilà. Donc, ils veulent aussi participer à ça. Donc, à partir du moment où vraiment vous mettez en place les bons outils et vous avez clairement un vrai objectif de valorisation de ces connaissances non scientifiques, eh bien, à mon avis, ça peut se jouer. Voilà. Ouais. Bonjour, merci pour votre présentation. Donc moi je suis Raphaël Degène, non-bédicien, je suis dans les Hauts-de-France. Je voulais juste faire une intervention pour redonner un petit peu peut-être d'espoir sur ces questions-là, parce que je partage les questions effectivement, comment on passe à l'échelle, comment on crée des dispositifs dans la culture scientifique qui sont, je sais pas, comme apprentis et lycéens au cinéma par exemple, ou collège au cinéma, des dispositifs qui ont presque 40 ans et qui fonctionnent et qui sont des dispositifs de masse dans d'autres secteurs culturels qu'on n'a pas nous dans le secteur de la culture scientifique, des dispositifs de masse nationaux comme ça. Juste une raison d'espérer, ils sont pas là aujourd'hui, mais je vais parler pour eux. Le territoire de Dunkerque, vous avez sur ce territoire donc la communauté urbaine de Dunkerque, qui est un territoire qui pèse beaucoup nous dans la région Hauts-de-France. Vous avez à la fois l'université du littoral Côte d'Opale, la communauté urbaine et les centres de sciences qui se mobilisent sur ces questions-là, avec la Halle au Sucre qui parle des villes en transition, avec le Palais des Sciences et de l'Univers de Capelle-la-Grande qui a revu complètement, qui a supprimé toute son exposition permanente sur les sciences pour parler des territoires en transition, avec des événements qui sont organisés dans toute la ville sur Fabulous Factory. C'est quoi la décarbonation industrielle? De quoi on parle quand on parle d'envie de décarboner notre industrie, etc. Et il y a ce qui est intéressant, donc c'est une expérimentation, oui, en cours, mais j'ai l'impression que c'est une expérimentation qui
qui a vocation vraiment à être, pour le coup, durable, puisqu'il y a toutes les politiques publiques du territoire qui s'engagent autour de ces questions-là. Vous avez parlé des SRADET, des SRESRI, des SRDC, enfin tous les schémas de territoires régionaux, et j'ai l'impression qu'ils convergent un peu à un moment donné sur cette question-là, et l'université du littoral Côte d'Opale a une place centrale dans ce dispositif-là, puisque il y a un vice-président qui anime aussi ces questions-là, il y a vraiment une université qui soutient et qui appuie ça, donc moi, j'observe ça finalement quelque part avec beaucoup d'espoir, en me disant peut-être que si ça marche à Dunkerque, ce genre de choses-là, c'est possible de faire ça ailleurs sur d'autres territoires. Merci pour cette présentation, Agnès Parent du Muséum national d'histoire naturelle. Moi, j'interroge la conclusion sur l'interministériel, parce qu'il y en a plein sur l'égalité, etc., qui sont pas dotés de moyens. Alors c'est vrai que c'est un peu leur objectif, c'est peut-être un peu la mouche du coche et de travailler avec l'ensemble du ministère pour faire avancer les choses. Mais bon, on voit bien qu'il n'y a pas de moyens. Quand on travaille avec eux, c'est compliqué. Derrière, ça suit pas. Donc bon, peut-être c'est une approche globale d'interministère, d'aborder les sujets non pas par les ministères et un prisme, mais peut-être, oui, après ça c'est un peu utopique, comme on pourrait imaginer justement d'un gouvernement qui travaille autrement, avec une approche justement des sujets et pas par un focus en silo. Mais voilà, donc c'est dans l'idéal, oui, mais dans la réalité, on voit que ça fonctionne pas. Après, sans parler de la transition niveau gouvernement aux régions, qui reste toujours très compliquée. Vous avez cassé l'ambiance là. Ah mais j'en suis parfaitement conscient, j'ai tenté plein de fois ces choses interministérielles. J'en suis parfaitement conscient et je sais à quel point c'est compliqué. Là, entre guillemets, le pari, c'est que dans les institutions, il y a des individus. Ça, je pense, c'est très important. Il y a des individus et ce qu'on essaie de créer, encore une fois, c'est une communauté. À un moment donné, vous avez des individus qui sont prêts à jouer ces formes-là, qui sont convaincus par ces formes-là. Et en fait, tous ceux qui sont pour l'instant autour de la table dans ces réflexions, c'est des personnes, certes dans des institutions, mais des personnes choisies, voilà, qui sont en capacité de coopérer, qui sont complètement dans ces logiques de la nécessité à un moment donné de penser des politiques transsectorielles et tout ça. C'est l'hypothèse de base. Pour l'instant, voilà. Je pense que, fatalement, je pense que vous avez raison. Mais j'y crois, voilà. C'est important de se créer des illusions. Moi, juste une petite intervention. Gaëlle de Norroy, je suis ministère de la Culture. Donc, j'aime beaucoup le ministère de la Culture aussi. Merci beaucoup de nous avoir invités. On suit de très près les travaux de l'AMSTI qu'on soutient et toutes vos propositions sont toujours entendues chez nous. Donc voilà, c'est vraiment, je vous rassure, on est vraiment très sensible à ces sujets. Je suis chargée de la culture scientifique au sein d'une délégation qui a elle-même en charge en fait les enjeux de démocratie culturelle et le département des territoires, l'égalité des chances. Alors voilà, c'est vraiment des sujets sur lesquels on est très en phase avec vous. Effectivement, il y a des résistances. On voit bien tout ce qui nous reste à construire sur une politique publique qui serait effectivement interministérielle, qui aurait des résonances dans les territoires. Mais voilà, on va pas proposer un label. On réfléchit à des solutions pour encourager les résidences Art Sciences, pour mieux définir effectivement quelles seraient les raisons du succès, pour encourager cette rencontre entre artistes et chercheurs. On a conscience de l'évolution de tous les acteurs et notamment la place des CCSTI dans tout ça. Voilà, donc pour nous, vous êtes vraiment effectivement vous l'avez dit tout à l'heure, vous parliez d'intermédiation. Les acteurs de CSTI sont vraiment des relais centraux. Donc on veut aussi s'appuyer sur vous. Et même si on n'a pas les réponses tout de suite, clé en main, merci de dire aussi que ça repose sur des individus qui font comme ils peuvent pour faire passer les messages et construire. Voilà. Excusez-moi, Lucille Guittienne, musée de Nancy. Je me sens juste obligée de rebondir sur ce que vous venez de dire parce que c'est quelque chose qui me touche profondément. Je me rends compte qu'à chaque fois qu'on parle de culture scientifique, c'est comme si on devait s'excuser de faire de la science et à chaque fois on est toujours obligé de faire de l'art. En fait, la culture scientifique, c'est une culture propre qui fait qu'on peut juste faire de la culture scientifique avec de la culture scientifique. J'aime beaucoup les artistes, j'aime beaucoup l'art science, c'est super, tout ça, j'en fais beaucoup, mais peut-être juste travailler avec l'urbanisme, je trouve ça chouette, on reste dans la science et pas toujours être obligé d'avoir un artiste à côté pour faire quelque chose, quoi.
Voilà, c'était juste mon petit coup de... voilà. Nathalie Mémoire, Muséum de Bordeaux. Même chose que Lucille, et pour dire que dans les choses qui m'agacent particulièrement, c'est éducation artistique et culturelle. Est-ce qu'on pourrait avoir éducation artistique, scientifique et culturelle, ou culturelle tout court? Et à ce moment-là, ça englobe tout le monde. Merci. Bonjour, merci pour l'intervention particulièrement stimulante, sans concession, mais avec quelques pistes. Moi, je suis Marianne Hall, la directrice de l'Espace Mendès France à Poitiers. Je rejoins les collègues sur l'interministérialité. Alors, normalement, sur un territoire, le porteur de l'interministériel s'appelle le préfet. Alors, distinct de l'ARS, distinct du recteur. Donc déjà, l'interministérialité à l'échelle du département ou de la région, c'est partiel. Je vous invite à lire un article du Monde assez récent sur les feuilles de route confiées au préfet de l'Ex-Poitou-Charentes sur les bassines. C'est intéressant. Voilà. Cela étant, il y a des pistes de travailler avec les hommes et les femmes de bonne volonté, y compris dans les services de l'État, en ministériel ou en territorial. Je crois surtout au travail avec les collectivités territoriales, pour ceux et celles qui ont la chance de pouvoir travailler avec des collectivités territoriales qui ne censurent pas sur l'écriture inclusive. Au passage, on peut faire la différence entre écriture inclusive et point médian, néanmoins. Bref. Donc, avec les collectivités territoriales, et notamment dans le cadre, je suis d'accord avec vous, le cadre des projets structurants. PLU, alors surtout PCAET finalement, parce que c'est un outil réglementaire qui demande aux collectivités territoriales de penser globalement le développement des territoires. Donc il se trouve que nous, on a la chance de travailler avec Grand Poitiers sur ce sujet, et je crois que ce qu'on peut apporter en tant que centre de culture scientifique, c'est l'art et la science pour ceux qui en font, mais ça n'est, je suis d'accord, ça n'est qu'une approche parmi d'autres, ça permet de toucher un public différent néanmoins, quand même. C'est pas les mêmes publics qui viennent pour des spectacles art et sciences que ceux qui viennent aux conférences ou aux ateliers. Revues, pour ceux qui en ont, ateliers scientifiques, conférences, etc. Mais je partage un vrai sujet de passer à l'échelle. Donc, est-ce qu'il y a, je sais pas, certains travaillent sur les badges. Est-ce que les systèmes de badges sont comment dire, c'est pas une labellisation, c'est une forme d'interconnaissance, de reconnaissance. Il y a ce type d'associations professionnelles également. L'intérêt des badges, c'est que ça a une dimension au moins européenne. Voilà, nous on est en train de travailler là-dessus sur un Erasmus, modestement parce qu'on ne le fait pas réellement aujourd'hui, mais oui, pour résumer, collectivités territoriales, parce ils ont du mal aussi à mobiliser les citoyens. Assumons le panel de nos activités, mais qui nous est propre. Hein. Voilà, c'est très différent suivant les CCSTI. Mais comment on fait pour échanger vraiment sur les pratiques un peu fines, parce que c'est très intéressant. Moi, ça fait vraiment avancer la réflexion sur la différence entre neutralité, engagement et militant. Moi, militant, ça me pose un vrai problème personnellement. Mais comment on fait pour échanger les pratiques très concrètes sur ce type de sujet avec nos échecs et avec nos réussites modestes? Eh ben, c'est un peu l'objet. Enfin, ça peut être. Non, mais enfin, comment dire. Au niveau interministériel, effectivement, c'est très compliqué, mais en tout cas, il y a cette proposition de travailler avec des individus bien choisis. La deuxième chose qui est fondamentale, qui est peut-être quand même un peu plus réaliste, c'est un minima, et pour naviguer entre différents milieux, c'est-à-dire travailler avec les agences d'Urba, travailler avec les acteurs de l'urbanisme culturel, travailler avec les acteurs de la culture scientifique, travailler avec les acteurs des arts numériques, travailler avec les acteurs des politiques culturelles qui travaillent dans le secteur des arts vivants. Donc, bon, c'est le seul intérêt que je peux avoir. Hein. Moi, je navigue dans ces différents milieux. C'est qu'en fait, ce que j'essaye de dire à tous ces acteurs, c'est que certes, il y a des spécificités, mais fondamentalement, ce qui est en train de se jouer et les principes sur lesquels vous travaillez sont extrêmement similaires. Donc chacun, en fait, ce que j'observe, c'est que le réseau des acteurs de l'urbanisme culturel vient de se structurer, voilà. Vous avez le réseau AGNUM des centres d'art numérique, très bien. Vous avez les centres de culture scientifique d'un autre côté. Et fatalement, ça, à minima, il y a un moment donné à peut-être voir très concrètement, les acteurs art sciences, les formes de coopération possibles entre ces acteurs-là, avec quelque chose d'efficace, évidemment, parce que tout le monde est, voilà, mais une forme de coopération efficace, où on prend la mesure, là aussi, de la complexité de la coopération et tous les coûts induits par la coopération, mais qui, à un moment donné, permettrait de rendre visible, de légitimer, d'échanger sur les outils, les expériences, de les faire passer à l'échelle et tout ça. Ça, c'est pas non plus
insurmontable, je pense. Voilà. Et qui a clairement, c'est je pense, un des chantiers à travailler, quoi. Voilà. Non, je vous ai pas convaincu. Ouais, Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Ulysse Pedreira de Nantes Université. Je m'interroge sur cette thématique des transitions de manière générale, avec ce titre pour une culture des transitions. Est sorti cette semaine, je pense, un livre de Jean-Baptiste Fressos, je ne sais pas comment on prononce, qui s'appelle Sans transition, et qui parle de transition énergétique et du fait qu'en fait cette thématique des transitions est peut-être illusoire d'une certaine manière, puisque plutôt que transition, il parle en tant qu'historien des sciences de l'accumulation des pratiques sur les consommations énergétiques, des pratiques technologiques du coup qui vont juste s'additionner en fait. Est-ce qu'il y aurait un parallèle à faire avec cette culture des transitions de territoire, sur des systèmes d'accumulation en fait des pratiques culturelles scientifiques, et du coup comment dépasser ça? Ça rejoint peut-être un petit peu votre point de départ, qui est que la mise à l'échelle est difficile. Comment est-ce qu'on dépasse ça? Est-ce que c'est pas par une critique plus radicale aussi de ce système-là à la base? On se rend tous compte collectivement qu'on a des soucis de passage à l'échelle on se renvoie un peu la balle. Ça va être parce qu'il y a des manques de moyens, parce que les citoyens on n'arrive pas à les amener, voilà. Est-ce que radicalement on veut pas discuter aussi des modalités de mise en œuvre de cette culture scientifique, et du coup par un questionnement radical, moi le mot de militant il m'intéresse beaucoup derrière, et le mot d'engagement en fait, parce que en fait on peut décider de proposer, comme vous disiez, un imaginaire différent en fait. Voilà. Et moi je suis sceptique sur la radicalité. C'est disons, ça marche bien quand on est dans des milieux, on va dire, radicaux, où finalement on n'a pas accès à la contradiction, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour être radical. Ça marche très bien, ça. Et il y a plein de milieux comme ça qui se racontent comme étant radicaux. Le problème, c'est dès que vous sortez de ce milieu-là, et vous voyez la société comme elle peut fonctionner, qui fonctionne radicalement différemment par rapport à tout ce que vous pouvez imaginer. En fait, la transition, ce qui est extrêmement intéressant, et j'essaye de défendre cette notion, même si dans peu de temps on va dire que c'est dépassé, enfin voilà, c'est sûr, comme Ville Innovation, mon bureau d'études s'appelle Ville Innovation. Bon voilà, c'est complètement ringard aujourd'hui. Bon, bref, je reviens sur la transition, je suis désolé. Donc la transition, je pense que cette notion, elle est quand même pertinente. C'est-à-dire que pour deux choses, c'est d'abord, moi, et la première fois que j'ai entendu transition, ça m'a tout de suite fait penser à l'objet transitionnel, au doudou. C'est-à-dire, putain, l'angoisse fatale que j'ai pu avoir, ou qu'on a tous connue, très très jeune, par la prise de conscience de la perte des parents, potentiellement. C'est affreux. Et vous avez besoin d'un objet transitionnel pour calmer cette angoisse. Et je pense que là, actuellement, on est à la fois individuellement et collectivement comme des enfants. C'est-à-dire qu'on prend conscience clairement de l'impossibilité pour nos élus, pour nos politiques publiques, de pouvoir à un moment donné mettre en œuvre les actions nécessaires par rapport aux défis qui nous attendent. On le sait tous. Moi, je suis angoissé, très clairement. Et j'ai besoin, à un moment donné, d'un objet transitionnel, ou je parle beaucoup d'espace transitionnel, pour calmer cette angoisse, et en tout cas pour avoir accès, à un moment donné, à des formes multiples de solutions, de pratiques qui permettraient de transformer collectivement nos régimes de gouvernance, nos systèmes de valeurs, nos systèmes de référence, voire même de créer de nouveaux imaginaires, ça peut être la place des centres de culture scientifique, pour inventer de nouveaux systèmes de référence. Parce que tous ces systèmes de référence qu'on connaît, hein, l'accumulation, tout ça, ça vient de l'imaginaire, hein, on a tout inventé. Donc la puissance de l'imaginaire, je pense, c'est incroyable. Donc tout ça pour vous dire que je pense que la transition elle est nécessaire. S'il n'y a pas à un moment donné ces espaces, ces objets transitionnels qui permettent de discuter collectivement de ces récits, de ces formes de projection, d'autres modalités de gouvernance, d'autres modes de faire, d'autres systèmes de pensée et tout ça, le pendant de la radicalité, c'est la guerre, fatalement. Un système aussi radical que peut-être vous appelez de vos voeux. Moi, je vous avoue, je suis un peu... Ça m'angoisse un peu tout ça. Donc c'est pour ça, et je pense que fatalement, on a besoin de ces objets, de ces espaces intermédiaires transitionnels. Parce qu'il n'y a pas, en tout cas dans cette transition, ce que j'aime beaucoup, c'est que clairement, et il faut faire attention à ça, c'est pas, on va pas d'un point A à un point B, c'est pas du tout linéaire, c'est évolutif. C'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est qu'il y a des multiples chemins qu'on peut imaginer collectivement, en tout cas pour un moment donné, tenter de répondre à ces défis qui nous attendent, quoi. Donc moi, je garderais bien ce terme de transition. En tout cas, je suis bien là-dedans, quoi.
Merci Raphaël. Merci pour ces échanges. Du coup, on a une petite pause.